vous avez vu, les Renault Turbo qui sont là, les Ferrari, et voilà, et c'est la fin de Rétromobile pour nous. Et donc je vous ai choisi un client un peu spécial, et je vais vous dire, c'est un chef mécanicien qui a fait un peu de course automobile aussi. Il s'appelle Daniel Champion. Oui, bien, bonsoir à tous. Je suis là pour passer un petit message que la course automobile, il y a les pilotes, mais il y a aussi tous les gens de l'ombre. Les gens de l'ombre, il y a des gens, des milliers de personnes qui travaillent pour voir les stars. Mais les stars, on les a vus ce matin et on voit les gens ce soir. Voilà, alors grâce à notre ami Michel Maillet, notre ami commun, qui est là, j'apprends que tu as été pilote de course et que dans la course de côte de Belbeuf, moi j'ai fait des grands prix dans ma vie quasiment, il me parle de la course de côte de Belbeuf, mais enfin bon voilà. Tu as obtenu la victoire devant l'Abarth 3 litres de Michel Pont, depuis lycée. Quelle était ta voiture et quel était le moteur surtout? Oui, c'est exact. J'ai eu cette chance. Alors, je m'appelle Daniel Champion, bien entendu, et Champion, le livre Champion, fait paraître des plans d'une monoplace. Donc, avec un copain, on décide de faire cette voiture avec des moyens très très limités. Mais en attendant, on a fait cette voiture. Ça s'est appelé la Cham-Alt. Cham comme champion et Alt comme Altemaillère. Donc avec cette voiture, bien entendu, il fallait mettre quelque chose entre le volant et le moteur. Eh bien, j'ai participé et j'ai gagné le Scratch à Belbeuf et puis différentes courses. Voilà, en ce qui concerne... ma carrière de pilote de course. Voilà. Il était content, il avait battu Michel Bon. Non, une Abarth 3 litres, c'était une belle auto. Hein, attention, oui, ça envoyait aussi. Mais comment dirais-je, c'était un moteur de Formule Renault, c'est-à-dire un 1296, donc un truc qui marchait. Mais bon, il fallait rester sur la piste parce que c'était pas toujours confortable. Alors, en 1970, tu décides, cher Daniel Champion, d'arrêter ta carrière de pilote de course. Pourquoi? Tu aurais pu continuer. Bien oui, il manquait le principal pognon. Alors le fric sans fric, on va pas loin dans la course. L'argent, bah oui. Comme ça. Donc, j'ai préféré me mettre à l'extérieur des rails qu'entre les rails. Donc moi j'ai fait de la course de côte où des copains me prêtaient leurs roues pour les taper en plus. Mais bon, la vie c'est ça. Alors tu prends en charge les pilotes Castrol, des garçons que j'ai très bien connus, aussi de la Coupe Gordini aussi, Patrick Lalande, qui fait partie de la famille Lalande, ils sont très, très proches de Rouen et ils ont toujours aimé la course. Et les frères Glass, je dirais pour résumer, des garçons qui n'engendraient pas la mélancolie. C'était une belle époque. Non, mais c'est exact. Mais bon, le seul petit problème, ils avaient aussi des problèmes financiers, mais d'un autre côté, j'étais seul mécano pour 3 voitures. 3 voitures, 2 jumeaux, les frères Glass, c'était pas facile, ils se bagarraient entre eux pour le moteur, c'est le mien. Et j'aurais dû, à mon avis, changer plutôt les plaques des moteurs que de changer les moteurs, mais bon, ça m'a permis de faire la carrière que j'ai faite après, et vous le saurez tout à l'heure. C'est des garçons très amusants. Un jour, ils démarrent pour aller disputer une course à Pau, et après 50 km après Paris, ils disent bon, on s'endort, je dors 5 minutes, et puis c'est le soleil le lendemain matin qui les a réveillés. Pau, à l'époque, il n'y avait pas d'autoroute pour y aller. Ça faisait quand même une belle distance. Bref, ta célébrité commence, mon cher Daniel, dans l'équipe Colombe Rouge, avec Pascal Santoni-Guérin. Tu diriges l'équipe Formule Renault de Patrick Tambay et René Medge, 2 garçons formidables qui nous ont quittés récemment. Oui. C'est terrible, mais c'était une très belle époque parce que Patrick, lui, était vraiment destiné à la compétition monoplace, et René Medge, c'était un gars, il avait gagné une saison de Formule Renault grâce à la Coupe Gordini, donc c'était très amusant. Comment était-il? Bon, les deux étaient des personnages à vivre, super, des garçons. René de son côté, il n'avait pas carrière, bien entendu, on connaît la carrière de René, c'était plutôt d'écart après, et puis épaulé de Patrick Tambay. Donc voilà un petit peu le début, on va dire, avec des voitures vraiment officielles, des voitures alpines. C'était quand même ça aussi une belle époque. Des garçons comme Medge, l'opposé de Patrick. Medge, il s'est fait tout seul. Patrick, c'est quelqu'un qui a fait des études, qui a été aux États-Unis, etc. Et ça a fait une belle équipe quand même. Ben oui, j'ai eu cette chance aussi, puis j'ai eu la chance de rencontrer Jean-Pierre Jabouille, et puis il a trouvé sur un dénommé Daniel Champion de quoi faire des modifs impossibles et inimaginables.
Donc, sous les conseils de Gilles, j'ai bien entendu travaillé dans tous les sens, et ça nous a permis de gagner des courses avec le Tambay de Monaco et tout, et puis pas de quelques dixièmes, hein. Il y avait de la marge. Et alors, ça va devenir sérieux, parce qu'après, tu vas quand même commencer à tâter de la Formule 2. La Formule 2, c'est encore l'antichambre de la Formule 1, et ça l'était à cette époque, avec Patrick Tambay, et c'était toujours ça, c'était vraiment sérieux, c'était les LF2. Ah oui, c'était la F2, mais bon, la taille était costaud. Hein. Oui, bien sûr. On avait des gens très très sympas, comme Ron Denis qui portait régulièrement, bien entendu, quelques accros concernant les longueurs, les déports d'ailerons. Ben, dans le règlement, il n'y avait pas. J'ai eu inventé le fameux aileron qui était pas 2 km derrière. Ah oui, on pouvait faire oui, absolument, oui. Donc, je veux dire, par là, c'était. Il fallait lire entre les lignes de règlement, mais il y avait quand même certaines possibilités. Et Ron Denis, à l'époque, il y avait une équipe de Formule 2, MP2 et MP3, après c'est devenu MP4 pour la F1, il portait souvent en réclamation. Tu as tout à fait raison, j'en suis témoin. Patrick Tambay va faire quelque chose de très sympa pour toi, il va te pousser à aller chez Didier Pironi qui arrive dans le jeu avec ce qu'on appelait la Formule Renault Europe, c'est-à-dire que pour faire une graduation spéciale, il y avait la Formule Renault normale et la Formule Renault Europe qui était beaucoup plus importante, plus puissante, avec des pneus très larges. Et là, je suis obligé de dire que toi, tu as inventé quelque chose d'absolument formidable, qui existe encore aujourd'hui, tu l'as inventé, c'est la répartition de freinage avant-arrière. Alors je veux que tu racontes à nos spectateurs comment tu as fait ça et pourquoi tu as fait ça. Oui, bon, la première chose, j'étais poussé par Tambay. Normalement, je devais rester dans le garage de la Montrouge, dans la région parisienne. Et Patrick Tambay voulait absolument que je retourne dans la course. C'était pas mon devoir d'aller m'occuper de 250 camions frigo. Donc, je l'ai écouté. Je suis arrivé dans une organisation que, comment dirais-je, Didier avait lui-même mis en place, des copains. Ça me plaisait pas beaucoup, mais bon, c'était mon patron, donc j'ai accepté. Mais bien entendu, ça n'a pas marché comme je le souhaitais. Et à la fin de la saison, il m'annonce, il me dit, écoute, si tu es d'accord, je ne garde qu'une seule personne, je te garde toi, tout le monde dehors. Donc je suis parti en créant ma propre équipe. Et puis on a quand même gagné 19 courses sur 20, dont une panne de batterie. Alors non, il faut que tu me parles de la répartition de freinage. Parce que même encore maintenant, on l'a vu il n'y a pas si longtemps, vous voyiez les pilotes de Formule 1 tourner un bouton là sur le côté, répartition de freinage avant-arrière, plus de frein sur l'avant, plus de frein sur l'arrière, ce qui est hyper important quand on pilote vraiment au millimètre. Et là, c'était quelque chose de genre, maintenant c'est électronique aussi. Mais c'est toi qui as inventé ça, et dis-nous comment. Oui, donc bien entendu, avec Pironi, j'ai eu cette idée, j'en suis encore aujourd'hui un peu tout bien de savoir que personne n'avait pu penser, le monde entier, que ça soit Indianapolis, que ça soit Le Mans. Lorsqu'il pleut, on va faire tout simple, lorsqu'il pleut, vous ne pouvez pas avoir de transfert de masse, c'est-à-dire quand vous freinez, pardon, excusez-moi, j'ai fait quand même 6 AVC au passage, il y a bien quelques mots. Continue. Donc, je veux dire par là, vous mettez du poids sur l'avant, donc vous pouvez mettre du frein sur l'avant. Manque de peau quand il pleut, vous ne pouvez plus toucher presque la pédale de frein, vous bloquez les roues avant et vous allez tout droit. Donc la voiture s'arrête, vous enlevez le capot. Le capot en question, une fois qu'il est enlevé, vous avez 2 épaules de 17, votre tournevis, et vous tournez de 4, 5 tours de répartition pour mettre sur l'arrière de la voiture du frein. Jusque-là, il n'y a pas de souci. Le pilote repart, mais entre deux, la course n'est pas arrêtée. Il y a bien entendu un peu plus d'eau, et ses repères, il les a plus, il se met dehors, et puis il vient vous souffler doucement dans l'oreille. Tu ne te serais pas trompé de sens. Ah, j'ai dit là, les gars, vous allez vous tromper si vous voulez, mais je vais vous amener ça au poste de pilotage. Donc c'est de là que j'ai eu la fameuse idée d'amener ce système au tableau de bord, que personne, pas une Martini, pas une voiture du Mans, donc en 2 mots, les voitures depuis mon système ne s'arrêtaient plus parce qu'il pleuvait. Et puis bien entendu, lorsque le pilote avait un petit peu de sensibilité ou quelque chose comme ça, se permettait de mettre 1 ou 2 ou 3 tours sur l'arrière pour pouvoir bloquer les roues arrière pour que la voiture tourne mieux. Voilà, et un jour, je rencontre Eric Brodeley, qui est le patron de Lola, et je lui dis, ça c'est à moi. Il m'a dit, on a vu ça arriver, c'est tellement simple, intelligent, qu'on le copie.
Donc voilà ce qui a fait aussi un peu le nom de champion. Tu aurais dû prendre des droits d'auteur là-dessus, parce que quand même encore maintenant, il n'y a pas. Toi, tu débutes avec la pluie, mais en réalité, il est sur le sec. Vous voyez maintenant les pilotes changer en permanence. Les pilotes changer en permanence de répartition sur quasiment chaque virage. Et ça, c'est quand même à voir. Vous bloquez. Vous savez, il a expliqué ça comme il pouvait, mais quand vous freinez, il y a la plongée vers l'avant. Quand vous accélérez, il y a le cabrage vers l'arrière. Tout ça peut changer énormément de choses. Mais surtout, le freinage, il faut de temps en temps avoir, effectivement, comme tu l'as dit, beaucoup sur l'avant ou peu sur l'avant. Et c'était bien plus facile d'avoir ce système que tu as fait. Comment c'était ce système? Ben, le système, c'était un câble que j'avais fait un carré dans le bout du palonnier. Tico m'avait dit attends, tu ne crois pas que ça va casse pas Tico, on va faire ça bien. Et puis j'ai oublié de préciser quand même la première F1 à avoir eu mon système, c'était ami de Didier Pironi, c'était Patrick Depailler. Il lui a dit, alors c'est là que Tyrrell a commencé à me passer un coup de fil, qui voulait mon système. Je vous rassure, il n'y a pas eu de brevet déposé, hein. C'est corps libre. Hein. C'est un tort. Je continue sur la répartition de freinage, ça c'est une invention. C'était quelle année ça? Tu t'en souviens? 76. Sur 34, 76. Et donc, et on est en 2025, oui, et ça marche toujours. Oui, mais là aujourd'hui, ils sont passés avec un moteur électrique pas à pas. Donc on a fait un coup, on fait 5 dixièmes, on prend la pique de côté, on enlève les 5 dixièmes. Mais moi c'était mécanique, mais je veux dire par là, c'était un quart de tour. La vis, elle fait un pas de 100, donc ça fait 2 dixièmes et demi de déplacement. Vous voyez ce que je veux dire? On est déjà dans la finesse. Alors, en 1976, deux personnages très importants de la Formule 1, François Castin et Gérard Larousse, qui sont en train de préparer l'équipe de techniciens pour la première Renault F1 Turbo, prennent contact avec toi. Contact immédiat? Ben, de toute façon, ils sont venus, je les ai eus dans les pattes, donc je ne peux pas faire autre chose que bien entendu les écouter. Ils sont venus me voir, j'étais chez Pironi, ils m'ont demandé que c'était pas la peine de chercher du boulot. Je rejoignais l'équipe de Formule 1. Bon, alors, je suis rentré par la petite porte chez Renault Sport. J'ai fait toutes les voitures. Je suis resté 10 ans, j'oublie ça, 10 ans. Bah, je suis resté 10 ans. J'ai fait la première coque de la RS01, pas la noire. La noire est une voiture faite chez Alpine, simplement pour commencer à faire rouler une Formule 1. Mais que ce soit la RS01, jusqu'à la RE60, elles sont toutes passées dans mes mains. J'étais pas tout seul. Hein. Au début, on était 6, mais bon, à la fin, on était une petite centaine. Alors, tu dois me parler des grands personnages, des techniciens que tu fréquentais à cette époque, chez Renault, par exemple Bernard Dudot. Ah ben Bernard, oui, c'est un pilier. C'est un pilier, c'est cet homme qui est parti aux États-Unis pour apprendre, on va dire, le principe du moteur turbo, et c'est pour ça que le moteur est arrivé. Renault n'avait pas intention de faire un 3 litres, hein. Donc le 1500, ça correspondait un peu à un moteur d'une voiture française, la RE20, la RE 30, et de ce fait, c'est une image. Dans cette image en question, bien entendu, la publicité de Renault était, on avait fait le tour. Oui, c'était à l'époque, Renault ne voulait pas dire on va faire un V8 comme Cosworth ou un V12 comme Ferrari. Il faut qu'on trouve autre chose. Il y a même, je veux dire, il y a eu des plans de fait sur un moteur en W, hein, avec trois bandes de cylindres, et puis finalement, l'option la plus difficile et en même temps la plus facile, c'était le turbo. Mais oui, mais bon, ça n'a pas été fait en 5 minutes parce que le turbo classique et tout avait trop d'inertie, était trop gros en question. On avait beaucoup de mal à accélérer. Donc moi j'ai eu cette chance de rouler avec la RS01, mais c'était inimaginable. Alors il n'y avait rien du tout. On avait l'impression d'avoir un Vierzon ou un truc comme ça. Quand ça arrivait, je peux vous dire qu'il fallait commencer à regarder où étaient les rails, parce que ça envoyait fort, parce que c'était quand même très puissant, mais d'une brutalité presque inconduisible.
Oui, c'est-à-dire, on l'a déjà raconté ici plusieurs fois, la célèbre phrase de Jean-Pierre Jabouille, ça ne marchera jamais. En réalité, ça marcherait, mais avec 2 turbos, et puis avec ce que Jean-Pierre Broudy, un autre ingénieur de Renault Sport, a inventé, le DPR, dispositif de... C'est la pré-rotation, oui, voilà. Bah, explique c'est la pré-rotation des gaz avant qu'ils arrivent dans le turbo. Si le gaz arrivait comme ça freinait et donc... bien entendu, il fallait beaucoup plus de temps de réponse. Donc, on va démarrer le turbo. Voilà. DPV. Tandis que là, DPV, mais après c'était chez Peugeot, c'était le DPR, c'était aussi Boudy, le DPV. Dispositif de préventilation. Mais ça c'était astucieux parce que les palettes du turbo tournaient toujours un peu et au moment de réaccélérer, c'est fini. Bon, quand dans cette époque, tu as connu des grands pilotes. Alors Jean-Pierre Jabouille, tu peux en parler. Ah oui, Jean-Pierre, j'ai travaillé beaucoup déjà en Formule Renault parce que il est tombé sur un garçon, moi j'avais fait ma propre voiture, donc je veux dire par là, c'est pas un jeu de triangle qui me posait des problèmes. Donc j'ai fait plein de modifs, et puis quand il me demandait ça, j'en faisais ça. Et tout ça dans le rayon et tout, on changeait bien entendu les épures de suspension sans pratiquement remettre un appareil de réglage dessus. Donc ça nous a permis vraiment de travailler et il m'a aidé à faire la voiture que Tambay en Formule Renault avait à Monaco, ce qui a demandé à Arnaud de rentrer le soir parce qu'il avait vu ce qu'on avait fait, des épures plus violentes et de ce fait, et puis ça s'est fini car Arnaud l'a viré à Albi et il a gagné le championnat à la place de Tambay. Mais bon, sur 3 roues. C'était comme ça. Sur 3 roues. Enfin, sur 3 roues avec oui. En plus, René gagne la course, il nous vire, il reste la roue accrochée à son châssis par le flexible qui est métallique, sinon il aurait été en dessous du poids, il n'aurait pas gagné. Mais donc vous voyez comment c'était une course, des courses quand même relativement chaudes. Vous pensez à ce truc que la course monotype, c'est-à-dire tout le monde avec 99% des martinis, je peux vous dire qu'il faut être très... On m'a donné un pseudonyme à une époque, Monsieur Chiffon, pas de chance, c'est un chiffon, les coques étaient en aluminium, resté sur les pédales pour ne pas qu'on voit le système que j'avais fait. Ben oui, c'est pas le tout de le faire, mais de le faire côté, c'est quand même plus facile. Autre grand pilote que tu as côtoyé naturellement, René Arnoux, qui a été notre invité, qui était, lui, il aimait pas mal la technique, lui, il mettait son nez dedans, on peut dire. Ah oui, mais de toute façon, René je me demande s'il avait besoin de toutes les roues. Moi. Une chose qui était quand même très très différente de Prost, il mangeait 2 fois plus de paquettes que notre ami Prost, et il faisait les mêmes temps. C'est incroyable, parce que quand ça passait avec Arnaud, on était sûr que ça passait avec Prost, mais il fallait faire passer les plaquettes. Mais il y a quand même dans les pilotes qui m'a le plus impressionné quand même, c'est Didier. Ça m'a valu beaucoup d'emmerdes, mais ça c'est pas grave. Je veux dire par là, Didier était un garçon humain, un garçon très très vite, et mon vieux... très déterminé aussi. Très déterminé. Ah oui. Il fallait pas aller partir avec lui en vacances. Hein. C'est lui, on lui disait ici ça passe à fond, le premier tour, il passait à fond. Ça c'est bien vrai. Didier est extrêmement important. À la Prost, tu dois le décrire quand même. Alors là, il y a la voiture de René et il y a la voiture d'Alain en 1983, où il a failli être champion du monde quand même. Oui, on n'a pas été champion du monde pour quelle raison? C'est qu'il allait sur le tapis vert, vous savez que nos amis Brabham c'était même pas d'essence, on se demande quelle purée il y avait là-dedans, mais en attendant, c'était un avion de chasse, surtout pour un 4 cylindres, et puis Renault ne voulait pas gagner sur le tapis vert. Donc, on a demandé plusieurs fois, à la première victoire de Jabouille à Dijon, on a demandé à ce que le moteur soit scellé et soit démonté par les gens d'AFIA pour être sûr qu'on n'ait pas mis à 2 litres. C'était pas le genre d'amusement. On n'avait pas le droit d'être à la limite du règlement avec Renault. C'était pas l'image de Renault. Non, parce que c'était l'entrée en matière en Formule 1 d'un vrai grand constructeur universel. Et donc, il ne pouvait absolument pas se permettre de faire un faux pas sur ce plan-là. Je me rappelle très bien du démontage du moteur Renault pour qu'un constructeur de Formule 1 demande qu'on démonte son moteur, c'est que vraiment, il voulait montrer qu'il n'y avait rien d'illégal dans ce moteur. Parce que vous avez vu le duel hier à Arnaud-Villeneuve, ça pouvait toujours dire qu'on ait mis quelques chevaux de plus, mais non, c'était pas le genre de la maison.
En 86, alors 10 ans après tes débuts chez Renault, tu t'en vas pour une autre aventure avec ton grand patron Gérard Larousse qui change de cap et qui crée l'écurie Larousse-Calmez en F1. Et là, c'est complètement une nouvelle aventure parce qu'elle avait tout créé. Bah oui, je fais donc Renault, je fais de la première coque jusqu'à la vente de Renault Sport Châssis. Et bien entendu, je vous rassure, je suis pas au chômage. Donc Calmez, Gérard Larousse viennent à mes côtés là, me demander si je pouvais pas monter l'écurie Larousse-Calmez. Bien entendu, je n'ai pas pu dire non. Donc je suis parti dans une nouvelle aventure à Viry-Châtillon et bien entendu la construction de notre usine à Signes. Oui, au Paul Ricard. Paul Ricard. D'abord, c'était pas Viry-Châtillon, c'était vers les Ulysses. Oui, c'était Antony. Antony, c'est ça, Antony. Pardon. Et après, ils t'ont demandé d'aller superviser l'établissement de leur usine autour du centre Paul Ricard. Je m'en suis occupé, toutes les entreprises qui ont travaillé là-bas, ils me connaissent. Mais bon, cela pour dire, en deux mots, une petite histoire, j'arrive. C'est une des premières entreprises que je connaisse avec le bardage à l'horizontale. Ce qui me gênait, c'était le morceau d'épaule à la verticale. À la verticale, je regarde, on va dire, mon usine, je vais au bout, je reviens, mais les traits verticaux, je ne les vois pas. Bah oui, parce que le recouvrement d'épaule était dans l'autre sens. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai demandé aux gens qui avaient fait le bardage sur ma boîte si c'était possible. Alors après, ils me demandaient vous irez par où? Dans quel sens vous arrivez? C'était la moindre des choses qu'on ne voit pas les lignes verticales. Donc l'usine Larousse, je peux vous dire qu'on ne voit pas quand on arrive, on ne voit pas les tôles. Voilà, la petite histoire. Alors, tu veux ajouter quelque chose que je trouve très très beau, Daniel, et je vais vous donner comme exemple, comme souvent pour moi, Enzo Ferrari protégeait toujours ses mécaniciens, et tu veux nous dire que gagner en Formule 1, c'est un pilote, mais c'est aussi une équipe, et que les mécaniciens qui sont les gens de l'ombre sont aussi importants finalement. Ben moi oui, je suis là pour rendre, comment dirais-je, tous ces discours avec Jean-Louis qu'on se connaît depuis des guerres, mais je dirais merci au ravitaillement, merci au changement de roue. Il faut quand même savoir que on parle de 4, on mettait moins de secondes avec des goupilles de sécurité, pas des pistolets automatiques. Et puis on s'entraînait. Et puis il faut penser à un seul truc, le changement de roue individuel, c'est rien, mais le fait de mettre 14 personnes ensemble dans le même dixième de seconde, ça commence à être beaucoup plus compliqué. Les mécaniciens ont fait autre chose, ils sont dans l'ombre tout le temps, et tu dois dire que tu as passé des nuits dans les stands aussi, il faut rappeler ça. Des nuits dans les stands, bien entendu, on a fait, et puis il nous est arrivé des choses, mais inimaginables, et on a eu du public comme ça, qui sont partis certaines fois, je me rappellerai toujours à Dijon, on vient pour mettre le fond plat unique, on avait un fond plat qui marchait très très bien, on venait juste de le mettre sous la voiture, il pleut, on vient pour chercher le fond plat, il y avait juste la trace sèche où était notre fond plat, et notre fond plat, il y avait comment dirais-je, un spectateur qui s'était fait un petit plaisir, il avait ramené du plastique. Vous allez me croire si vous voulez, je suis parti avec ma bagnole, j'ai fait l'escargot dans tout le paddock, et je suis sorti, je suis arrivé à un truc de bière là-bas, mais qui était accolé aux bières, et là, j'étais avec Bernard Dudot que j'avais emmené. Je croyais qu'il allait tuer le gars parce qu'on ne pouvait pas prendre le départ. Tout ça pour un dessous de voiture, le fond plat, parce que le fond plat, on va dire, on n'en avait qu'un de ce type de vaisseau. C'est l'aventure du fond plat. Mesdames et messieurs, Daniel Champion, je pense qu'on peut vraiment l'applaudir. Moi, je dirais merci à vous et je dirais à tous les jeunes qui... Les études, il en faut. Moi, malheureusement, j'ai pas eu cette chance. J'ai été obligé de trouver une école. Et je vais vous dire, l'école que j'ai trouvée, ECC. Alors, les Gordon Murray ne connaissaient pas cette école. Maintenant, c'est École communale de Carole. C'est-à-dire où j'ai eu mon certificat d'études. Voilà. Et puis, je m'en porte bien. C'est comme ça qu'on commençait. Alice, quelques questions? 3 questions. Oula. Sur les mécaniciens de course. Attention. J'ai entendu maman. Allez. Là, j'ai un peu stress, hein, mais je
Je me demande, quand la course se déroulait et que les voitures roulaient, qu'est-ce qui vous faisait le plus stresser? Le seul problème qui stresse avec un essai de course, lorsque la voiture s'arrête. Lorsque la voiture s'arrête, il n'y avait pas quand même toutes les télévisions sur les circuits et tout. La première chose que vous pensez, c'est que vous avez fait une erreur. Vous ne mettez jamais sur le dos. S'il est sorti de la route, c'est pas le pilote qui est sorti de la route. On a toujours en soi le fait de dire qu'est-ce qu'on a pu faire. Et il n'y a que comme ça qu'on peut avancer dans le système. C'est pas, vous voyez ce que je veux dire, c'est pas oh, qu'il s'est encore sorti. Non. Qu'est-ce qu'on a fait pour qu'il sorte? Autre question? Bonjour. Question pour Daniel Champion du coup. Oui. Je suis actuellement étudiant en mécanique et j'aimerais devenir mécanicien dans le sport automobile, si possible en Formule 1 ou en l'occurrence. Et j'aimerais savoir, vous à votre épreuve, comment vous aviez fait? Mais de toute façon, pour devenir mécanicien, j'y suis bien devenu. Donc il n'y a pas de raison que je n'y arrive pas. La seule chose que je vais te conseiller, c'est qu'il faut passer par la passion. Il faut que tu aies la passion. Il faut oublier le portefeuille. Tu vois ce que je veux dire, c'est pas et les heures, parce que si tu savais qu'on est obligé à la régie de m'offrir une voiture pour pouvoir me payer les heures, tellement j'avais fait d'heures dans la baraque, non, c'était pas là, il faut y aller, et puis une fois que tu as passé la ligne de le stand, tu as déjà acquis quelque chose, et tu as démontré ton savoir, ton envie de faire, parce que moi, j'ai bientôt 80 balais, et j'ai la pêche de certaines personnes qui n'en ont même pas la moitié. Et puis, il ne faut pas penser, dormir, tu sais ce que c'est? C'est perdre du temps. Une fois que tu as compris ça, tu as tout compris. Un monsieur, avec une lettre là, à l'islam. La dernière question. Oui, bonjour. Dites-moi, avez-vous travaillé avec Jean-Pierre Boudy? Oh oui, Pépé la soufflette. Si vous l'aviez vu après le Grand Prix de France, vous auriez vu que je lui avais changé le look, je l'avais rasé par la moitié. Je ne suis allé pas m'ennuyer à le raser. Bon. Oui. Je dois dire que c'était un pari. Ah oui, c'est à Paris. Il nous avait toujours dit le jour où on va gagner avec le moteur turbo, je vais me raser, mais on n'a pas attendu qu'il rentre à la maison. On lui a fait ça bien. On a Sur place. la moitié de la barbe, et puis voilà. Non, un garçon génial, un garçon dont le seul gars que je connais. Modeste. Ah oui, modeste aussi, oui, exactement. Mais il avait surtout ça lui pétait un peu la champion au casque toutes les 30 secondes. Sur la table de nuit, il fumait. Il prenait son paquet et il notait toute la nuit, il notait quelque chose. Et non, c'est un grand monsieur. Et puis vraiment, en plus, vous rencontrez Boudy, il va vous expliquer, on était tous... Justement, j'aimerais le rencontrer. Eh ben, il était là il y a 2 jours. Hein. Non, parce que moi je l'ai connu chez Gordini. Oui. Oui, absolument. Il a débarqué J'ai là. travaillé à Viry-Châtillon. Il était jeune ingénieur chez Gordini. Vous savez que Jean-Pierre Boudy, il a déposé 2 brevets. Alors, lui, il a déposé, il a oublié cette tête en l'air, mais bon, la répartition de freinage avant-arrière. Jean-Pierre Boudy, lui, il a déposé le brevet du DPV, qui est devenu DPR quand il est allé chez Peugeot. C'est d'ailleurs la mise en route du turbo, dispositif de pré-ventilation ou dispositif de pré-rotation, et il a inventé autre chose, qui est encore de série maintenant, c'est le rappel pneumatique des soupapes. Oui, évidemment. C'est vrai, ça nous a fait avancer, au lieu d'avoir un propre ressort en caissement à la vitesse où ça va garder une certaine inertie, il se décolle des couples à la coupole supérieure et on y est attaché. Donc, avec le pneumatique d'inertie, parce que c'est tout de l'air. Donc, il a fait un travail exceptionnel. On va pas dire que le régime est presque illimité, mais ce qui nous, à l'époque, avec les ressorts, nous limitait, c'était les ressorts. Parce qu'en plus, les soupapes étaient très longues et tout, c'était quand même un très gros problème. Voilà, mesdames et messieurs, Daniel Champion, une nouvelle fois. Moi, je vous dis un grand merci à tous. Merci à vous tous et merci de votre fidélité à la Formule 1.